Bonjour à tous, bienvenue sur Actu Matin. Vous n'aurez pas eu droit à votre générique d'introduction, mais plutôt à la transition sport, c'est pas grave. Sachez qu'il y aura quand même du sport, hein, parce qu'il y a eu justement un gros événement lors de cette étape des huitièmes de finale de la Coupe du Monde. L'Argentine qui a sorti l'Égypte dans les dernières minutes, il faut te le dire, parce que justement, les Pharaons menaient 2 buts à 0 jusqu'à la 70e minute de jeu avant de se faire attraper au score et surtout de se faire battre 3 buts à 2 à la fin du temps réglementaire. On fera le tour d'horizon tout à l'heure avec Candide Ronreton. Avant lui, on aura justement des invités par ici, l'un au téléphone. Alors, son Jean-Baptiste Gojo est jeune, il est membre d'une association de développement. Avec lui, on va examiner un peu ce qu'apporte cette association au développement de la commune, notamment d'Agbanezou et surtout de ses ressortissants installés à Boumé-Calavi. On aura Olive Chala, si tout allait très bien, pour discuter justement de la formation, de l'initiation des jeunes enfants à la prise de parole en public et surtout au béaba de l'art. Elle sera par ici pour nous en parler, pour parler de cette initiative dénommée le Club des mini-leaders. Elle devrait passer par ici hier, contingence oblige. Elle a dû donc s'excuser. On espère qu'on aura en tout cas droit à son passage par ici ce matin. Vous l'aurez certainement remarqué dans la presse, beaucoup de consultations au niveau du ministère de la Communication en charge notamment des médias. Qu'est-ce que cela peut cacher et qu'est-ce qu'il faut attendre de ces discussions avec notamment les principaux acteurs du monde des médias au Bénin? Ce sera notre sujet de discussion tout à l'heure quand on aura franchi les 2 premières étapes de votre matinale Actu Matin. Bienvenue à tous. Voici donc pour la une des journaux tout à l'heure. Je vous rappelle que juste après la une des journaux, on aura mon invité au téléphone qu'on va prendre immédiatement avant le bulletin de l'information. Et justement, parlant de une des journaux, on va ouvrir avec Fraternité, Université du village à l'amphithéâtre. L'université vient aux populations. Entretien avec Laurence Cachon sur l'automédication chez les enfants. Le risque, c'est de traiter une maladie qui n'est pas forcément présente, d'administrer des antibiotiques pour une maladie qui n'en a forcément pas besoin. Et puis totalement en bas, hein, on va parler un peu justice, usurpation d'identité et escroquerie. 5 ans de prison requis contre un faux policier dont 3 ans ferme. Et vous avez l'affaire Florence Kimbo. L'expertise psychiatrique de la TikTokeuse a été réalisée. Qu'est-ce que cela a donné? Fraternité vous donne rendez-vous tout à l'heure. Voici Gaskiani Info procès d'Aniva. L'audience qui peut faire basculer le dossier à Djatche News. Romuald Douada est reçu avec les honneurs par El Ghazouani. C'est au sujet de son déplacement en Mauritanie. Transformation numérique au Bénin. L'UNAMEL Bénin échange avec Aurélie Adam Soulé, l'informateur secteur de l'agriculture, la prime pour plus de résultats. Voici maintenant le journal Les 4 vérités pour une refondation collective de la ville Carrefour. Le maire Ferdinand Yaoubokossa convoque les forces vives de la commune de Boycon. Les 24 et 25 juillet, Boycon accueille son premier grand séminaire citoyen. Et puis le journal Le Grand Jury, élection du président du Sénat. Le président et son vice-président sont obligatoirement élus parmi les membres de droit, d'après la lecture faite par le journal. Le quotidien La Boussole, R. Wadaï, le nouveau visage de l'État prend forme. Voici Matin Lire Télé Enseignement étudié depuis son village. La connectivité au service de l'autonomie. Le journal Le Patriote, offensive diplomatique en début de mandat. Quelle place pour les urgences à l'interne?
le matin pour la réussite de la vision Bénin à l'AFIA à 2025. Le Bénin évalue les politiques publiques et fait le pari des données probantes. L'autre vision à Nouakchott, Wadaï et El Ghazouani donne une nouvelle dimension au partenariat bénino-mauritanien. Le Figaro national, le Sénat, nouveau gardien de l'équilibre des institutions républicaines. Voici le télégramme, Axe Bénin-Mauritanie. Wadaï et El Ghazouani ouvrent une nouvelle phase de coopération. Nous passons à la nouvelle tribune commune de Lalo. L'exécutif est enfin au complet avec l'installation du deuxième adjoint au maire. Nous a appris donc le journal. Décryptage info, coopération régionale et développement social, drépanocytose. La BOA mobilise 32 millions de francs CFA pour renforcer l'offre de soins au Bénin. Le matinal, la Sénat mise hors d'état, hors de cause par l'ARMP. L'événement précis, gestion de la dette publique, le Bénin conforte son statut de bon élève. Au niveau de l'UMOA, le journal L'Indépendant, résultat du baccalauréat 2026, la première délibération est pour aujourd'hui. Le journal L'Économiste, mettons publication du livre Le Sacre de la Vertu, Aristide Bénénou célèbre le parcours du président Romuald Wadaï. Et puis fraternité pour la deuxième lecture du village à l'amphithéâtre virtuel. L'université vient aux populations, nous apprend le quotidien. Entretien avec Laurence Cachon sur l'automédication des enfants. Eh bien, le risque, c'est de traiter une maladie qui n'est pas forcément présente, d'administrer des antibiotiques pour une maladie qui n'en a pas forcément besoin. Usurpation d'identité et escroquerie, 5 ans de prison requis contre un faux policier dont 3 ans ferme. Affaire Florence Kingbo, l'expertise psychiatrique de la TikTokeuse a été réalisée. Nous apprend Fraternité qui vient boucler ainsi la une des journaux de ce matin. Alors, comme je vous l'annonçais, je vous propose qu'on passe directement à notre invité au téléphone. Il va décrocher notre appel depuis Abomey-Calavi. Voici l'invité au téléphone. Comme je l'ai dit, mon invité au téléphone va nous parler d'une association, pardon. Il s'appelle Aloma Soussou Jean-Baptiste Godjo. Il est membre donc d'une association de jeunes d'Agbanizou installée à Abomey-Calavi, notamment au niveau donc de la GDIZ. Monsieur Godjo, bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Merci beaucoup d'avoir décroché mon appel ce matin. Vous avez créé, faut-il dire, une association autour de votre situation de travailleur de la GDIZ venue d'Agbanizou. Pourquoi avoir pensé à créer cette association? Merci beaucoup monsieur le journaliste. Et comme vous le savez, dans la vie, aujourd'hui on ne peut plus rester seul dans la vie évoluée. Nous avions tous quitté l'arrondissement de Sahel dans la commune d'Agbanizou à travailler ici à la GDIZ. Mais une fois que nous sommes venus ici, le monde d'ici est fait tel que chacun y va de son point de vue. C'est comme le monde universitaire, d'autres viennent, d'autres partent. On n'a souvent pas le temps de se rencontrer malgré que nous sommes ici du même village. Maintenant, nous nous sommes dit, est-ce qu'il n'est pas utile de créer une association afin de fédérer nos énergies pour maintenir le lien de la fraternité? Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons décidé de créer cette association afin de rester unis, afin de rester soudés et pour que le lien de la fraternité que nous avons depuis notre village, pour que ce lien-là ne soit pas impacté ou bien que nous ne soyons pas en solitude ici. Est-ce que c'est fondamentalement par lien de fraternité, de solidarité que vous avez créé l'association ou c'est plutôt votre situation autour de la GDIZ qui vous a contraint à cette initiative? Non, bon, la fraternité prime surtout. Maintenant, c'est vrai que quand nous parlons des objectifs, il y a l'objectif principal et les autres objectifs.
C'est-à-dire l'objectif principal pour nous d'abord, c'est la fraternité. Puisque il faut que vous le sachiez, dans nos contrées, nous sommes souvent divisés par les choses, la politique, les clivages politiques. Mais une fois ici, si nous allons si nous allons garder encore ces clivages politiques, comme, excusez-nous beaucoup le thème, comme ça se fait au village, je crois que ce ne serait pas bénéfique pour nous. Mais euh, pour essayer de cet état des choses, nous avons décidé de créer l'association. Maintenant, deuxième objectif, il y a aussi nos conditions de vie à la GDZ qui nous a permis ici de créer l'association. Nous savons que les difficultés, comme nous n'avons pas les mêmes visages, les difficultés ne sont pas les mêmes, les problèmes ne sont pas les mêmes. Si nous restons en association les uns les autres, nous allons partager en quelque sorte les difficultés que chacun a dans sa question, dans sa machine. Et puis, ensemble, nous pouvons trouver des solutions en s'entraidant. Et que représente justement cette entreprise dans votre vie de jeune? Parce que c'est quand même une belle référence nationale et internationale. Aujourd'hui, cela, vous êtes une opportunité. Qu'est-ce que cela représente dans le fond pour vous? Oui, au prime abord, il faut saluer la vision du gouvernement de son excellence, M. Patrice Talon, l'ex-président, et de l'actuel président, M. Romia Douadaï. Il faut le reconnaître. Aujourd'hui, nous sommes fiers de travailler à la GDZ malgré les conditions. Pourquoi? Parce qu'auparavant, moi, je suis enseignant de formation, je suis linguiste de formation. Mais une fois que j'ai fini et que j'ai soutenu ma licence, j'ai commencé à exercer dans les écoles privées et autres là. J'ai vu que là-bas, c'est bien un travail, mais avant que la fin du mois ne vienne, tout fini, et plus surtout dans les vacances là, il y a de sérieux problèmes parce que nous ne percevons plus rien. Maintenant, j'ai dit non. Lorsque l'opportunité l'avait présentée, j'ai dit il faut que je saisisse cette opportunité là pour venir ici travailler. Au moins, même si c'est 1 franc, il faut reconnaître qu'à la GDZ, même si c'est 1 franc là, à chaque mois, tu as tes 1 franc là. Ça te permet déjà de viser quelque chose. Aujourd'hui, à la GDZ, au moins nous savons que à la fin de tel mois, à la fin de chaque mois, nous allons percevoir telle chose. Donc ça nous aide beaucoup dans notre vie, même si nous voyons que c'est insuffisant. Et qu'est-ce que justement l'association a transformé a changé dans votre vie en tant que militant? L'association nous a beaucoup aidé. Pourquoi? Parce que déjà, nous avons nos aînés qui sont là. Il y a d'autres qui font déjà 3 ans et demi. Oui, les premières promotions font déjà 3 ans et demi, voire 4 ans. Donc, ils sont nos aînés. Ils ont beaucoup de choses que ils ont connaissance de beaucoup de choses que nous, les jeunes frères qui sont venus ici, n'avons pas. Maintenant, si dans l'association, tu as un problème dans ton département, avec ton superviseur, avec ton manager, avec tes amis, tu énonces ton problème aux aînés et ensemble, ils vont te trouver des solutions. Par exemple, je donne un exemple. Il y a les sessions ne sont pas les mêmes. Il y a des sessions un peu difficiles et moins difficiles. Il y a une session, nous avons un camarade qui, dans sa session, la chaleur est un peu atroce. Maintenant, comme la chaleur est atroce, son corps à lui ne peut pas supporter. Il a dû informer un de nos aînés qui est d'un autre département, qui est allé là-bas négocier, parce que lui, il a déjà supervisé, déjà à un niveau donné, qui est allé négocier avec les responsables de l'autre département, et puis ils ont changé de session. Vous voyez? Maintenant, excepté ça là, si nous avons un problème avec nous, quelqu'un parmi nous, si nous sommes informés, il y a des démarches que nous faisons pour pouvoir quand même trouver des solutions à cela. Mais si la personne était solitaire, si cette association n'existait pas, je crois que chacun sera fait face à ces problèmes et la gestion d'un problème soit seul un peu difficile, plus que si vous allez gérer ensemble. Au-delà de la GDIZ, s'installer à Boumeka, la vie devrait certainement vous être un réel souci du point de vue de l'intégration. Comment ça se passe? Oh, vraiment. Bon, je crois que il faut dire que dans notre culture béninoise, chose là, l'hostilité est quelque chose que nous avons.
c'est vrai que nous sommes loin des parents, loin de nos réalités culturelles, sociales un peu, mais une fois installés ici, ceux d'ici nous ont bien accueillis. Ils nous ont pas dit, vous n'êtes pas d'ici, vous n'êtes pas de notre ethnie, vous n'êtes pas d'ici. Il n'y a pas eu ça. Mais c'est vrai, l'aide des parents que nous percevons là-bas, par exemple, dans notre village maintenant, pour préparer quelque chose pour faire la cuisine, c'est-à-dire il faut faire la cuisine, tu peux aller derrière, chercher des bois de fagot, chercher ci, chercher ça. Il y a beaucoup de choses que nous trouvons facilement, alors qu'ici, il faut tout acheter. Il faut tout acheter. Et il faut dire aussi que la location est chère ici. Franchement, la location est chère et devient encore de plus en plus chère, puisque l'entrée couchée est déjà 12 000 à 15 000. Vous voyez, et voilà ce que nous percevons. Et si tu vas payer tout ça dedans, 15 000 déjà pour la location déjà dans ce que nous percevons, vous voyez que ça agit sur nous, alors qu'auprès des parents, nous avons nos chambres, nos cases là-bas, et on ne payait rien. Donc, Comment bon, voyez-vous nous avons votre, des... comment voyez-vous votre Oui. avenir, vous, en tant que travailleur de la GDZ? Là, il faut le dire, nous invitons beaucoup le gouvernement à agir ici. Donc, franchement, moi, je suis de nature à ne pas cacher mes mots. Moi, franchement, mon avenir, je ne la dessine pas trop sur la GDZ. Pourquoi? Parce que je projette commencer le master. Parce que moi, j'ai une licence en linguistique. Et moi, je projette le master. C'est mon ambition. Maintenant, pour les autres, la plupart d'entre nous, nous considérons la GDZ comme bon, quelque chose à temps partiel, peut-être si les conditions ne changent pas, parce que les conditions, depuis 3 ans, les conditions n'ont réellement pas changé. On a eu de petites améliorations, mais les conditions n'ont réellement pas changé pour nous motiver à faire ces choses-là. Donc, notre avenir là, il y a d'autres qui sont là et qui veulent vraiment rester télé, mais nous n'avons pas les mêmes objectifs. Mais il faut le dire, si les conditions ne changent pas, c'est difficile de rester. Surtout à faire des contrats où déjà on signe des contrats de 6 mois, les contrats d'1 an. Il faut bien travailler et votre contrat vous sera renouvelé tranquillement. Non? Si vous êtes excellent, on va vous renouveler votre contrat. Exactement. Mais est-ce que quand tu as un contrat de 6 mois, et on n'est souvent pas à l'aise psychologiquement. En fait, c'est ça. Quoi? Vous voulez un contrat de 10 ans? Bon, pas moi. Franchement, je suis plus à l'aise dans les langues. Alors, moi, je suis plus à l'aise. Oui, monsieur le journaliste. Oui, vous n'aviez pas fini, c'est ça? Non, moi je dis, ma passion à moi, c'est la culture, la langue. Pour avoir fait la didactique des langues et culturelles à l'université, moi, ma passion à moi, c'est les langues, dans les langues, expliquer nos langues, et apprendre nos langues dans nos villages, un peu partout, voyager pour promouvoir la langue, nos langues d'ici. Ça, c'est moi, ma passion à moi. Les autres peuvent avoir un contrat de 10 ans ici, mais moi, j'ai une passion quand même. Allez. Alors, Massoso Jean-Baptiste Godjo, je rappelle que vous êtes membre d'une association de jeunes ressortissants d'Agbazo installés à Boumé-Calavi dans le cadre justement de ce travail qui vous lie avec la GDZ. Très bonne journée. Merci, le plaisir partagé. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci, ciao. En plateau et je vous propose maintenant qu'on découvre justement le menu du bulletin de l'information avec Florence Moussa. Florence, bonjour. Bonjour à vous, Tanguy. Bonjour à tous. L'école d'été sur les méthodologies de développement. L'objectif est de renforcer les compétences des acteurs africains afin de favoriser la conception de programmes de développement davantage appuyés sur des données scientifiques. Les travaux se déroulent à Cotonou depuis hier. Et puis l'Institut national de la femme et les acteurs du secteur sanitaire qui se mobilisent contre les violences gynécologiques et obstétricales. C'est à travers un atelier consacré aux actes médicaux dégradant l'image de la gente féminine. Les assises ont réuni hier des experts qui sont venus d'un peu partout de la planète. Voici le bulletin. Je vous en disais 2 mots il y a un instant. L'école d'été sur les méthodologies de développement a été officiellement lancée ce mardi à Cotonou par une conférence de haut niveau sur le thème science et action publique
Florence, construire des politiques publiques qui fonctionnent pour un Bénin prospère et inclusif. L'initiative est le fruit d'un partenariat entre l'Agence française de développement et le Fonds d'innovation pour le développement organisé au Bénin pour la première fois sous le patronage du ministère de l'Économie et des Finances chargé de la coopération. Cette édition s'inscrit dans la continuité des précédentes organisées en 2021 à Abidjan, puis à Rabat en 2023 et 2024 à Dakar en 2025. Les détails avec Virgile Arolin. Cette école d'été de 5 jours consacrée aux méthodologies du développement réunit à Cotonou des chercheurs, des décideurs publics, des praticiens du développement et des partenaires techniques venus d'Afrique, d'Europe et des États-Unis autour d'une ambition commune: renforcer la capacité des États africains à concevoir, mettre en œuvre et évaluer des politiques fondées sur des projets scientifiques. À travers les conférences, les séminaires de haut niveau, les ateliers méthodologiques qui ont commencé depuis hier et les formations spécialisées, les participants auront l'occasion d'approfondir leurs connaissances, de confronter leur expérience et de développer de nouvelles collaborations. Après Abidjan, Rabat et Dakar, Cotonou accueille donc la 6e édition de l'école d'été sur les méthodologies du développement. Ce rendez-vous comprend un module académique, un incubateur de projets et un module sur l'évaluation des politiques publiques. Dans un contexte où les défis de développement sont de plus en plus complexes, il est indispensable de renforcer les capacités d'analyse, de conception, de mise en œuvre et d'évaluation des politiques publiques au niveau des États. C'est tout le sens de cette école d'été co-organisée depuis maintenant 6 ans et pour la première fois au Bénin, conjointement par JPAL, l'AFD et le FID. Permettre aux participants de mieux comprendre les outils, les méthodes et les approches pour passer d'une ambition de développement à une action publique efficace, durable et mesurable. En dehors de la séquence de haut niveau et des modules, il y a les sessions communes. Le tout coordonné par l'Agence française de développement et le ministère de l'Économie et des Finances pour explorer l'utilisation des méthodes, outils et résultats d'évaluation d'impact en vue de l'évaluation des politiques et la prise de décision. En image à présent, le président de la République du Bénin, Romuald Zouadaï, a effectué une visite d'amitié et de travail en République islamique de Mauritanie. Au cours de ce déplacement, les deux chefs d'État ont tenu un tête-à-tête consacré au renforcement des relations d'amitié et de coopération entre le Bénin et la Mauritanie. Les échanges ont porté sur les axes prioritaires du partenariat bilatéral ainsi que sur les questions régionales d'intérêt commun. Cette visite s'inscrit dans la dynamique diplomatique engagée par le chef de l'État en faveur d'un dialogue soutenu avec les partenaires du continent et d'une action concertée sur les enjeux de développement, de sécurité, d'intégration en Afrique de l'Ouest et dans l'espace sahélo-sahélien. Loin de l'effervescence des campagnes électorales, l'actualité politique connaît une période d'accalmie. Mais dans les rédactions, pas de question de rester sans apporter l'information au public. Comment les médias s'adaptent-ils pour continuer à informer et captiver lecteurs, auditeurs et téléspectateurs? Élément de réponse dans ce reportage de Virgile Arolin. À la faveur de la dernière révision, la trêve politique a été consacrée par la loi fondamentale du Bénin. Destinée à limiter les polémiques et les manipulations de l'opinion dans lesquelles les hommes politiques excellaient par le passé, cette disposition constitutionnelle pourrait bien avoir par collatéralité des conséquences sur le quotidien des médias. Et c'est le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication qui, le premier, en donnait déjà le ton à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse le 4 mai dernier. Les moments qui s'annoncent, je lis ça déjà dans certains journaux qui voient venir, avec la trêve politique. Parce que c'est vrai, ce n'était pas une bonne idée, mais nous avons drogué notre public, notre auditoire à la polémique politique et politicienne. Désormais, les acteurs politiques qui faisaient fonctionner ce système sont contraints au silence.
Quant aux professionnels des médias et autres patrons de presse qui en profitaient, ce pourrait être la période des vaches maigres en raison des sollicitations politiques qui, de fait, se feront de plus en plus rares, même si les effets de la trêve politique ne se font pas encore ressentir au niveau de certaines rédactions. Pour le moment, au niveau de notre quotidien, le matinal, nous ne sentons pas pour le moment les effets de cette trêve politique-là, étant donné qu'on n'a pas de matière en quelque sorte par rapport aux actions posées par le nouveau président de la République. Il n'y a pas matière à peut-être le prendre à défaut sur des éventuels faux pas qu'il aurait posés. Au quotidien Fraternité, la question de la trêve politique n'est pas forcément d'actualité. Mais on l'évoque quand même si c'est avec une certaine désinvolture. Qu'il y ait trêve politique ou pas, c'est un quotidien et les dispositions sont mises en place pour que chaque parution sorte chaque jour. C'est vrai, il faut reconnaître que pendant la période électorale jusqu'à l'investiture, il y a l'actualité politique qui dominait les parutions. Mais en tant que quotidien, on ne peut pas se baser sur l'actualité politique seulement. Il y a par exemple d'autres rubriques, notamment les sujets de société, la culture. Il y a plein d'autres domaines qui peuvent vous faire aussi l'actualité. C'est donc sur la base d'une diversité d'informations que le quotidien Fraternité arrive à nourrir ses lecteurs. À Canal 3 Bénin, juste à côté, on mise plutôt sur les sujets initiés pour combler le vide que pourrait créer la baisse éventuelle des sollicitations politiques. L'Institut national de la femme et les acteurs du secteur sanitaire se mobilisent contre les violences gynécologiques et obstétricales en prélude au Congrès international sur la santé des femmes en Afrique. Les locaux de l'institution basée à Cotonou ont servi de cadre hier à 2 ateliers dont le principal est consacré aux actes médicaux dégradant l'image de la gente féminine. Les assises ont réuni des experts d'ici et d'ailleurs. Le compte rendu avec Hugues Vingé et Moufid Tabou. Touchés vaginaux répétés, épisiotomie non consentie, examen réalisé sous anesthésie, non-respect de l'intimité. Les violences gynécologiques et obstétricales sont en débat dans cet atelier préparatoire du Congrès international sur la santé des femmes en Afrique. Les travaux visent à créer un espace d'échange entre chercheurs, professionnels de santé et décideurs sur l'épineuse question du consentement dans les soins. La présidente de l'INF met ici en exergue la nécessité de renforcer l'arsenal juridique national en place. Je voudrais évoquer certaines lois au Bénin, notamment la loi 2021-11 du 20 décembre 2021, qui est le socle de protection des femmes. Pour moi, c'est l'un des premiers textes à mobiliser. Il y a aussi le code pénal qui vraiment institue le respect de l'intégrité corporelle. Cette rencontre intervient dans un contexte où les violences gynécologiques et obstétricales sont devenues une préoccupation à l'échelle mondiale. Ainsi, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, dénonce ces traitements irrespectueux et abusifs et elle appelle à les prévenir et à les éliminer dans le monde entier. Dans le même temps, en 2015, la Fédération internationale des gynécologues obstétriciens, la FIGO, se positionne sur ce qu'elle appelle l'épidémie mondiale de maltraitance et de manque de respect au cours des accouchements. À travers des communications imagées, le concept de violence obstétricale et les notions connexes sont présentées d'une part et d'autre part, l'expérience sénégalaise partagée. Parallèlement à cet atelier, une session se tient sur la conception de stratégies de transfert de connaissances en santé des femmes. Le Congrès international sur la santé des femmes africaines se déroule du 8 au 10 juillet 2026 à Cotonou. Le ministère des Sports et de l'Engagement civique, à travers l'Office du sport scolaire et universitaire, organise du 11 au 18 juillet 2026 la phase nationale du championnat national scolaire. Il s'agit de la 6e édition qui va se dérouler cette année à Grand Popo. Les athlètes venus de tous les départements vont compétir dans plusieurs disciplines sportives. Le tirage au sort a été effectué hier au ministère des Sports et de l'Engagement civique, Candide Ouinta.
C'est les vacances scolaires et qui dit vacances dit grande fête du sport scolaire au Bénin. Encore quelques jours et les jeunes collégiens, filles et garçons des 12 départements du pays vont renouer avec la chaleur des compétitions autour de la 6e édition du championnat national scolaire. 1488 athlètes vont se challenger durant plusieurs jours sur les installations du stade omnisport de Grand Popo respectivement au football, au basketball, au handball, au volleyball et en athlétisme. Le championnat aujourd'hui, c'est un creuset, nous sommes d'accord, de détection, de promotion également de notre sport à la base. Et également, il y a d'autres qui sont en train de pouvoir trouver des contrats à l'international. Place à la phase nationale de l'édition 2026 du championnat national scolaire après les phases communales et départementales. Les différentes équipes qualifiées sont désormais fixées sur leurs différentes confrontations dans les diverses disciplines. Aussi bien au football, au basketball, au handball ou encore au volleyball, les 12 équipes qualifiées par catégorie sont réparties en 4 poules de 3 équipes pour le premier tour. Notre objectif, c'est de pouvoir se dire, nous avons tout ce qu'il faut pour constituer une équipe nationale à l'issue, scolaire bien sûr, à l'issue de cette compétition-là. Et que chaque enfant se dise, je dois me retrouver parmi les sélectionnés pour la seconde phase qui est la Ligue nationale. Que les dispositions sont prises tant du point de vue sécuritaire, du point de vue alimentaire et du point de vue également hébergement. Donc les dispositions sont prises, soyez rassurés et tout ira dans l'ordre. Rendez-vous le 11 juillet prochain au stade omnisport de Grand Popo pour le coup d'envoi officiel d'une semaine de passion, d'émotion et de compétition pour plus de 1000 jeunes athlètes. Chaque instant promet d'être inoubliable. Eh bien, Tanguy, c'est ainsi que va s'achever ce bulletin d'information. Merci beaucoup à vous, Florence. Une très bonne journée à vous. Bonne journée. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Mesdames et messieurs, dans la journée, vous avez des rendez-vous. Une information sur Canal 3 Bénin. Les grandes éditions, c'est à 13h, 19h30 et 22h30 pour l'édition de la nuit. Et puis, vous avez les éditions intermédiaires, notamment à 11h et à 16h pour vous informer. Le bulletin d'information qui s'est achevé sur Actu Matin par une note de sport. De quoi bien introduire le sport matin ce matin justement. Mais je vais devoir vous faire languir un peu plus parce que justement je reçois mon invité tout de suite. Olive Tchala est actrice culturelle, promotrice d'événements culturels. Madame Tchala, bonjour. Bonjour, Tanguy. Bienvenue sur Actu Matin. Vous êtes ici ce matin pour qu'on parle de votre idée là mise en œuvre actuellement, l'initiative du club créatif des mini-leaders. Merci de venir nous en parler ce matin. C'est quoi le club créatif des mini-leaders? Le club créatif des mini-leaders, c'est un petit creuset qui est réservé aux enfants pendant les vacances, pendant les congés scolaires. Un cadre pour leur permettre de développer leur créativité, leur leadership à travers des activités artistiques et intellectuelles. Qu'est-ce que vous leur apprenez? La danse, surtout les danses traditionnelles du Bénin par exemple, leur insuffler l'amour de la lecture, le dessin, la peinture, et beaucoup d'autres activités, l'art oratoire, comment utiliser les outils technologiques, comment aussi prendre confiance en eux, tout ce qu'il faut quand même pour leur faire passer des moments et les arracher aussi des écrans. Les téléphones, les télés, les enfants tournent en rond pendant les congés. Donc, c'est un moment qu'on a choisi de leur offrir quand même pour des vacances qui soient aussi intéressantes mais aussi constructives. Vous leur arrachez leurs vacances? On ne leur arrache pas leurs vacances. On agrémente leurs vacances de façon utile. Alors, comment ça se fait? Comment on participe? Quelles sont les conditions? Les conditions, ça coûte 25 000 francs. Dis donc, c'est pas pour tout le monde. C'est 10 jours de travail, c'est toute une équipe qui est mobilisée, il y a la nourriture qui est incluse, donc c'est pratiquement cadeau. Il y a une stratégie pour justement permettre à ce que c'était soit parrainé. C'est quoi l'objectif? Alors,
dans le club des mini-leaders, nous incluons des enfants qui sont issus de milieux modestes, dont les parents n'ont pas les moyens forcément de payer ce genre d'activité à leurs enfants. Donc, on a ouvert le parrainage et nous avons des parrains qui prennent en charge ces enfants-là pour leur offrir ce moment-là en payant à la place de leurs parents pour qu'ils puissent bénéficier de cette activité. Vous allez les former pendant 10 jours et vous les abandonnez, c'est ça, hein? Quel est le suivi post-formation? En fait, ce n'est pas une formation en soi. Il s'agit de leur apprendre de petites choses pour pouvoir développer leur créativité. On essaye de réveiller quelque chose en eux. Donc, ce n'est pas une formation en soi. On leur apprend de petites choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire et on essaye de contribuer à leur éducation. Donc, un enfant qui apprend quelque chose, c'est pour la vie. Un enfant qui apprend, par exemple, à faire une omelette au club créatif des mini-leaders, désormais à la maison, il sait déjà se prendre en charge. Alors que les parents sont très protecteurs, hyper craintifs. Alors que les enfants peuvent faire tellement de choses, mais on ne leur fait pas confiance. On dit, mon enfant n'aime pas lire, alors que, est-ce que vous avez donné le livre à l'enfant? Est-ce que vous lui avez donné le livre qu'il peut aimer? Donc, voilà de petites choses qu'on essaye d'apprendre. Connaître le patrimoine culturel du Bénin, c'est des choses qu'ils retiennent pour la vie et c'est des expériences enrichissantes. Vous avez commencé il y a un bon bout de temps. Hein? Qu'est-ce que vous avez remarqué chez les enfants? Ils partent toujours transformés du club créatif des mini-leaders. Ils repartent, ils viennent très craintifs. Ils ont peur de parler avec les autres. Ils ont peur de parler en public. Ils ont peur de s'affirmer. Mais il suffit de quelques jours, vous les voyez se mêler aux autres. Vous les voyez oser. Vous les voyez faire des choses extraordinaires qu'au départ, ils pensaient ne pas être capables de faire. Comment vous arrivez à les accrocher quand on sait que c'est des enfants qui sont beaucoup plus intéressés par tout ce qui est lumière et tout ce qui est son? Quand on met un enfant dans le contexte qu'il faut, l'enfant, c'est le meilleur apprenant. Il a les prédispositions pour apprendre au moins 7 langues à la fois, vous imaginez. Donc, quand on le met dans les conditions qu'il faut, il est très ouvert, il est très réceptif. Donc, ce n'est pas de la magie, c'est quelque chose qui se fait tout naturellement. Et aussi, il faut avoir en tant qu'adulte, encadreur, les prédispositions pour connaître un peu comment ça marche, la psychologie de l'enfance. Il faut mettre un peu de fermeté, beaucoup d'amour, et puis ça va. C'est justement la question que je vais vous poser. Quelle est, je dois dire, la formation de ceux qui prennent en charge justement ces enfants? Parce que les parents, vous l'aviez dit, sont très créatifs et ils ont besoin de savoir et d'avoir l'assurance que quand les enfants sont dans les mains de quelqu'un, c'est des mains de sécurité. Il faut dire que le club créatif des mini-leaders, c'est au départ le cabaret du livre. Ça fait déjà plus de 5 ans qu'on a l'expérience. Elle est avérée. J'ai été enseignante pendant plus de 10 ans au service de l'État. Et je suis actuellement à mon propre compte pour faire ces expériences, pour contribuer d'une manière ou d'une autre à construire des enfants qui deviennent des adultes épanouis. Et il faut dire que cette année particulièrement, les encadreurs du club créatif des mini-leaders sont d'anciens pensionnaires du club créatif des mini-leaders, c'est-à-dire des enfants qui sont passés par le club créatif des mini-leaders et qui sont aujourd'hui adultes ou adolescents, quand même seniors, et encadrent ces enfants-là. Donc, ils ont eu le temps d'apprendre comment ça se passe, de vivre l'expérience, et ils essaient de transmettre aux enfants actuellement. Un mot pour finir, Olive Tchalam. 01 98 72 29 29 si vous voulez contribuer, si vous voulez inscrire un enfant. Vous allez faire un bon tour au service commercial. On va avoir fini Merci, de donner votre numéro. Merci beaucoup d'être passé sur mon plateau. Très bonne journée à vous et du courage. Bonne journée. Mesdames et messieurs, tout à l'heure même, vous aurez l'actualité des sports, mais je dois vous rappeler que nous aurons à discuter lors de nos débats de cette politique engagée par le ministère, faut-il le dire comme ça, hein, le ministère de la Communication, qui reçoit les principaux acteurs des médias à tour de rôle. Depuis la semaine écoulée, ça a commencé. À quoi est-ce que cela peut rimer? On fera le débat tout à l'heure. Je vous rappelle que vous n'aurez pas votre rendez-vous économie. Jacques Débé, vous le savez, profite de ses congés actuellement. Donc, on vous proposera un autre programme en lieu et place donc de votre rubrique économie ce matin. L'actualité des sports, c'est justement la Coupe du monde de football qui se déroule entre 3 nations, le Canada, les États-Unis et le Mexique. Les États-Unis déjà éliminés, hein, le Mexique aussi. En tout cas, on est à l'étape des quarts de finale. Le tableau est
au complet depuis hier soir avec justement ce gros événement qui a lieu. Cette qualification de l'équipe tenante du titre. L'Argentine est arrivée miraculeusement à bout de l'Égypte après avoir été menée pendant 70 minutes 2-0 par les Pharaons. Qu'est-ce qui s'est passé? Voici Sport Matin. Sinon après plutôt cette folle rencontre entre justement l'Argentine et l'Égypte, il y a eu aussi une autre qui a permis d'avoir le tableau complet des quarts de finale. On jouait donc hier soir, les derniers matchs des huitièmes de finale. Candide, bonjour. Candide, bonjour. Et on va en parler ce matin. On connaît désormais les équipes qui sont qualifiées pour les quarts de finale. Oui, les deux dernières places qui étaient encore vacantes sont désormais prises. Et le tableau est au grand complet, vous l'avez dit, pour l'étape des quarts de finale. L'Argentine et la Suisse sont les tout derniers à se qualifier pour cette nouvelle étape à venir. Les Lions de l'Atlas du Maroc sont les seuls représentants africains encore en compétition sur 10 qui étaient sur la ligne de départ. L'Argentine, champion au titre, est le seul représentant sud-africain. Pendant ce temps, la Ligue de l'UEFA compte 6 nations en quart de finale. L'Asie et la CONCACAF sont out depuis les tours précédents. On aura donc en quart de finale France, Espagne, Norvège, Argentine, Suisse, Angleterre, Belgique et Maroc. Le seul Africain rescapé qui poursuit son aventure et qui va donc affronter en quart de finale l'équipe de la France. Tanguy, le mal qui gangrène nos équipes africaines a encore frappé hier l'Argentine qui s'en sort miraculeusement devant l'équipe de l'Égypte qui était pourtant bien partie 2-0 au score. Devant au score, bien entendu, l'Égypte va donc succomber et surtout être éliminé, prendre la porte de la sortie devant les champions en titre qui sont revenus dans la partie dans le dernier quart d'heure de jeu et s'imposent finalement, s'offrant donc le billet pour le tour suivant. Celui qui nous accompagne ce matin, c'est Jules Lassifou, chroniqueur sportif. Jules, bonjour. Bonjour Candide, bonjour amis téléspectateurs et téléspectatrices de Canal 3B. Allez, Tanguy, on va y aller tout de suite, mais avant, on va parler de cette information qui justement fait du bien au sport béninois. On est très content quand les médailles reviennent au pays. Et bien entendu, les athlètes béninois sont revenus avec bien entendu une moisson très importante du championnat ouest africain d'athlétisme U18 et U20. C'était à Dakar. Au Sénégal, ils sont rentrés avec un total de 10 médailles. Ils étaient 8 athlètes qui ont représenté le Bénin à ce niveau de compétition, notamment les championnats ouest africains d'athlétisme de Dakar, bien entendu, qui regroupait les athlètes U18 et U20. Et au thème de la compétition, le Bénin s'en sort avec 10 médailles, 3 médailles en or, 2 d'argent et 5 de bronze. Ils étaient bien entendu présents dans les épreuves, que ce soit du triple saut, du lancer de javelot ou encore du 800 mètres, du saut en longueur et bien d'autres, tout comme bien entendu le 100 mètres raid. On va écouter ici un extrait qui nous fait le point de la participation du Bénin à cette compétition. Très fier de porter très haut le drapeau du Bénin avec mes 2 médailles d'or que j'ai obtenues. Vraiment, je suis très très fière de moi-même. J'ai su améliorer ma performance au triple saut et parmi nous, il y a aussi nos collègues qui ont eu à améliorer leur performance. D'autres qui ont même fait plus que les performances des seniors, tout et tout. Bon, c'est une très très bonne nouvelle pour nous. Ce championnat s'est très très bien déroulé de notre côté. Nous sommes partis sur Dakar avec 8 athlètes et nous revenons de manière globale avec 10 médailles. Et nous avons pu engranger 3 médailles d'or, 2 médailles d'argent et 5 médailles de bronze. Alors, globalement, tous les athlètes ont pu améliorer leur performance et de très loin. Et pour ne pas rentrer dans les détails, nous avons 2 performances très remarquables. La première performance, elle a été réalisée par Boukari Oumou au triple saut. Elle a réalisé une performance de 12 mètres 15, 12 mètres 14. Alors, c'est une performance qui peut être améliorée et qui va être améliorée parce qu'elle a encore des marges de progression. La deuxième performance notable, c'est la performance de Ogoubi Loudi, qui a remporté donc la médaille de bronze
avec une performance de 11 secondes 85 aux 100 mètres. C'est une performance qui bat de très loin même les performances des athlètes seniors que nous avons actuellement au Bénin. C'est une performance qui n'a jamais été réalisée depuis pratiquement près de 20 ans, sinon même plus de 20 ans. Donc, si cette performance est transposée sur l'ensemble des différents minima, nous pouvons dire qu'elle a déjà réalisé les minima des championnats d'Afrique, elle a réalisé les minima des Jeux africains et elle a réalisé également les minima des Jeux de la francophonie. Alors que c'est une fille de 2010, donc ça veut dire qu'il y a encore beaucoup d'espoir et nous avons encore des athlètes qui sont dans la cuvée et qui vont sortir. Très bientôt et surtout pour les prochaines joutes internationales. Allez, on va y aller tout de suite à parler de ce qui fait l'actualité depuis le 11 juin dernier, la grande messe du football mondial. C'est tout juste après cette transition. C'était un match de toutes les attentions hier après l'élimination du Portugal par, bien entendu, son adversaire. Beaucoup étaient concentrés sur les champions en titre puisqu'il y avait de loin une rivalité et surtout une concurrence qui avait entre deux hommes qui ont surtout animé le football ces 2 dernières décennies presque. Et bien entendu, après l'élimination de Cristiano et sa bande, beaucoup se sont penchés et surtout orienté leur regard vers la rencontre qui opposait l'Argentine de Lionel Messi à l'équipe de l'Égypte. Et bien entendu, à l'arrivée, l'Égypte prend la porte. L'Argentine va poursuivre son aventure vers, pourquoi pas, un back-to-back possible. Tanguy, ce match qui continue de gangréner nos équipes africaines a encore frappé hier. J'avais cru que c'était un match, qui ne touche que les pays en dessous des tropiques, c'est-à-dire les pays d'Afrique noire dont les habitants ont la peau comme vous et moi. Oui. Mais j'ai compris en réalité que ce n'était pas véritablement un problème justement de peau, que fondamentalement c'est une question de géographie visiblement, parce que ça ne peut pas se comprendre qu'une équipe comme l'Égypte, c'est vrai que son expérience sur la scène mondiale n'est pas aussi, je dois dire, capée que cela, mais c'est quand même une équipe sur le continent. C'est quand même l'équipe la plus titrée en matière de football et de CAN. Et donc c'est vraiment surprenant que cette équipe-là ne puisse pas avoir l'expérience de garder une avance de 2 buts qu'on a maintenue jusqu'à la 70e minute. Et surtout quand on sait que cette équipe est amenée par un certain Osama San, grand expérimenté football africain, qui connaît un peu comment, je dois dire, mener et conserver une avance. On l'a vu à l'œuvre quand il était encore joueur, avec son frère sur le terrain, comment il pouvait, parfois même avec des anti-jeux, etc., garder cette avance-là sur l'adversaire. C'était vraiment curieux et inattendu de voir que cette Égypte-là s'est effondrée, mettons, en 10 minutes à peu près, avoir perdu un match qu'elle maîtrisait pourtant. Qui s'en sort par contre avec une élimination aux portes des quarts de finale. Jules Assifou, élimination de l'Égypte. Beaucoup célébraient déjà la victoire, que ce soit au Caire ou même ici en Afrique en général. Mais malheureusement, à l'arrivée, c'est l'Argentine qui a célébré une qualification. Évidemment, l'Argentine qui a célébré sa qualification, une équipe égyptienne qui a dû pousser l'Argentine dans ses derniers retranchements. On a constaté que c'est une formation égyptienne qui n'a pas assez de vécu au mondial, 4 participations sur les 23 éditions. Ça prouve que l'expérience sur la scène mondiale, comme l'évoquait le prédécesseur, n'existe pas pour le moment. Mais perdre un match à élimination directe, une place en quart de finale, qui fait office de synonyme de qualification historique pour l'Égypte. Mais dans les derniers instants, ils ont craqué parce qu'il y avait au sein de l'équipe argentine quelqu'un qu'on appelle Messi, octuple ballon d'or. Il a dû taper du poing sur la table. Il avait raté son penalty. Il faisait l'effort de se rattraper. Et bon, il a donné cette passe décisive qui a déclenché tout, et la réduction du score, et puis quelques minutes lui-même avec une
frappe chirurgicale, il va battre le gardien. Ça prouve que le mal dont vous évoquez, le mal congénital aux Africains, cette incapacité à garder les avances. On a eu le Sénégal qui a fait la même chose avec la Belgique. On a eu aussi la Côte d'Ivoire, la RD Congo qui s'est fait vaciller dans les derniers instants. Donc ça prouve qu'au niveau de sur l'échiquier de football africain, il y a des choses à corriger. Donc voilà. Maintenant, c'est une équipe argentine qui file en quart de finale, malheureusement pour l'Égypte, parce que on aurait compté aussi 2 représentants africains pour la phase de ces quarts de finale, mais malheureusement, nous n'en compterons qu'un seul. Et on donne raison à Rudy Garcia aussi qui affirme qu'à un moment donné, si vous mettez une pression à une équipe africaine, elle finit par vous laisser sa porte ouverte. Oui, on entérine cette phrase-là. Voilà, malheureusement pour l'Égypte. Ils ont craqué dans les derniers instants. Bon, il faut apprendre de ces erreurs et revenir plus fort pour les prochaines échéances. Tanguy, qu'est-ce que vous retenez de cette équipe argentine sur ces 2 derniers matchs, notamment face au Cap-Vert en 16e de finale, où ça a été très poussif avant donc de s'offrir une qualification, un cas similaire face à l'équipe égyptienne? J'avoue que, et cela confirme un peu ma position depuis le début, que ce n'est pas l'Argentine la plus clinquante que j'ai vue de ma vie. J'ai pas vécu longtemps, je suis pas allé il y a longtemps non plus. Donc oui, c'est pas vraiment l'Argentine vraiment qui vous convainc à travers un football magique, intelligent, avec des déplacements et des... Non. Et puis, moi j'ai été vraiment surpris que l'Argentine réussisse à se qualifier hier, pas parce qu'elle a fait ce renversement de situation, mais déjà avant même le coup d'envoi, moi je donnais pas en tout cas cher la peau des Argentins, au regard justement de leur parcours assez difficile, assez poussif. Je me disais que ça allait s'arrêter certainement face à cette Égypte-là, qu'on a vu quand même aussi, je l'ai dit, très énergique, très disponible, très engagé, très volontaire aussi pour, lancer les phases offensives, etc. Je pense que ce qui a déclenché, je dois dire, ce retour en force de l'Argentine, notamment face à l'Égypte, c'est justement cette attitude à vouloir forcément conserver, je dois dire, l'avance en défendant. Parce que quand vous voyez, à partir de 60-65 minutes, les Égyptiens, dégageaient toutes les balles qui venaient dans la surface de réparation, alors qu'il fallait poser le ballon, jouer tranquillement, comme ils ont commencé aller sur les comptes, comme ça, aller sur les comptes, etc. Il y a un contre, par exemple, qu'ils ont bien mené, et je ne sais pas qu'est-ce qui lui est arrivé. Il est allé dans le coin là-bas, et au lieu de repartir vers son camp et de travailler à conserver le ballon, il a tapé dans la balle, et puis c'est sorti tranquillement, comme si, il voulait s'en débarrasser. Comme ça montre que vous êtes fébrile et que vous n'avez qu'un seul objectif de conserver l'avance. Et quand c'est comme ça, les gars, ils peuvent se mobiliser à la fois au niveau de l'attaque, au niveau du milieu, mais aussi au niveau de la défense, parce que quand vous avez justement des gens qui replient vers leur défense, l'équipe adverse profite toujours pour, continuer à mettre la pression. Et quand vous avez la pression, vous craquez toujours. Même la plus petite goutte d'eau, qui tombe peut-être 2-3 fois par jour. Pendant 10 ans, quand elle persévère, elle arrive à percer justement n'importe quelle roche de la planète. Donc, l'insistance fait craquer toujours la résistance. Et ça a marché hier pour cette équipe argentine qui s'en sort avec une qualification au bout pour surtout l'étape des quarts de finale. Jules, quel enseignement il faudra tirer pour la bande à Lionel Scaloni pour la suite de la compétition? Oui, la bande à Lionel Scaloni, l'Argentine qui est sur une bonne dynamique, ils ont aussi joué dans un schéma similaire face aux Cap-Verdiens, parce que les Cap-Verdiens les ont bousculés, et voilà, il a fallu que les Argentins haussent le niveau une fois, insistent encore une autre fois à mettre beaucoup plus la pression pour mettre à mal la défense cap-verdienne. Donc c'est une équipe argentine qui de par ces 2 précédentes rencontres a eu faute à faire, surtout physiquement, parce que l'adversaire impose un défi physique. Ça fait que les Argentins étaient obligés de se surpasser, parce qu'ils mènent au score, ils se font rejoindre au score. Après, il va falloir sortir, aller puiser dans les ressources physiques, mentales nécessaires pour revenir encore une fois. Donc pour Scaloni, il faudra que pour l'étape des quarts de finale, surtout l'adversaire c'est la Suisse. On va en parler tout à l'heure. Voilà, donc c'est aussi un adversaire vraiment redoutable. Donc il faudrait dès les premiers instants essayer de marquer un but pour se mettre un peu à l'abri, pour ne plus avoir à courir derrière le score. Et surtout à gérer ces genres de situations qui ont laissé les supporters hier très, très, il faut le dire, dans
c'est un état assez critique, hein, il faut le dire, avant donc l'égalisation et surtout de passer devant et s'en sortir avec une qualification. On va s'intéresser au deuxième match qui s'est déroulé hier avant donc de parler de la suite de la compétition du 7-23e Coupe du Monde. Suisse-Colombie, c'était la dernière affiche de cette étape des huitièmes de finale. 0-0 au terme donc des 120 minutes de jeu et puis tout s'est décidé à la fatidique séance des tirs au but. La Suisse qui s'en sort devant l'équipe de la Colombie. Oui, la Suisse qui s'en sort, qui déjoue les pronostics devant l'équipe de la Colombie. Une équipe de la Colombie qui n'a pas sans doute démérité parce que on a vu son parcours en phase de poule. C'est une équipe colombienne qui a émerveillé. Ils ont failli battre le Portugal de Cristiano Ronaldo. Et la Colombie qui s'en sort avec la première place lors des phases de poule. Et en huitième de finale, le Ghana, ils ont battu le Ghana. Donc, c'était les séances des tirs au but. Et dans cet exercice aussi fastidieux pour les joueurs, c'est la chance qui prévaut. Donc, finalement, les Suisses se sont qualifiés après 72 ans de disette, puisque depuis 1954, la Suisse ne s'est plus qualifiée pour les quarts de finale d'un mondial. Donc, c'était un exploit historique pour les Suisses hier. Et la Colombie qui va s'en sortir donc avec une élimination aux portes des quarts de finale. Tanguy, une rencontre très 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 poussive hier, très fermée, mais à l'arrivée, les Suisses s'en sortent. Oui, et ça doit être certainement les supporters argentins et les Argentins qui devraient être heureux quand on sait combien ils ont du mal justement à se défaire, notamment des équipes qui appartiennent un peu à leur zone géographique. C'est tout bénéf pour les tenants du titre. Oui, la rencontre a été très très difficile. Je crois que ça fait l'une des rares rencontres de cette coupe qui a été vraiment difficile, en tout cas quand on voit depuis le début, parce que c'était vraiment très tactique, et chaque pion qui bougeait tenait compte justement de la position d'en face et surtout de l'intention de l'autre. À l'arrivée, on a eu un match nul et vierge. Les tirs au but ont pu aider. Je crois que, en tout cas, le football, c'est vrai que c'est aussi ça. C'était les plus chanceux qui se sont qualifiés. Et qui se sont qualifiés donc pour le tour suivant de l'étape des quarts de finale. La Suisse qui rejoint donc l'Argentine sur le tableau pour faire complet. On rappelle très rapidement les résultats avant donc de passer aux différents pays qualifiés pour les quarts de finale. L'Argentine qui s'est imposée 3-2 à l'équipe de l'Égypte au bout d'un match où l'Égypte menait les débats, mais l'Argentine qui s'en sort au bout donc de son expérience avec un score de 3-2. Dans la seconde affiche, pour ne pas dire la dernière de cette étape des huitièmes de finale, la Suisse s'offre une qualification devant l'équipe colombienne au bout d'un score de 4-3 à la séance des tirs au but après un score nul et vierge au terme donc des 120 minutes de jeu. Le tableau des équipes qualifiées, nous avons le Maroc seul encore en compétition et qui va représenter le continent au tour suivant sur 10. Ils vont se fâcher, Il paraît qu'ils ne sont pas représentants de l'Afrique. Ah bon. Mais de toutes les façons, pour la compétition, il s'est inscrit au niveau donc de la zone CAF. Le Maroc qui est le seul représentant africain encore en compétition. Bien entendu, au-delà du Maroc, l'Argentine est le seul enfant unique de l'Amérique, il faut le dire, de l'Amérique du Sud encore en lice. Et au niveau donc de l'UEFA, on a encore 6 en lice, notamment la France, la Norvège, l'Angleterre, l'Espagne, la Belgique et l'équipe de la Suisse. Tanguy, le tableau il est désormais complet. On connaît toutes les équipes qualifiées. On a parlé des premiers qui s'étaient qualifiés. La Suisse qui revient à ce niveau de compétition pour une première fois depuis des années de disette. Oui, je crois que ça doit remonter dans les années 90, je crois en tout cas. Si mes souvenirs sont bons, que la Suisse a pu atteindre ce niveau-là. Et quand on observe un peu son parcours, on peut dire valablement qu'elle a mérité le travail assidu et surtout, c'est vrai que ce n'est pas l'équipe qui marque le plus de buts, mais ils ont quand même, je dois dire, sur le parcours fait l'essentiel. Maintenant qu'ils tombent sur une équipe argentine qui peut remonter 2 buts en 10 minutes et prendre la victoire sur son adversaire qu'on peut appeler l'Égypte. C'est un gros morceau pour cette étape des quarts de finale. Mais bon, quand on est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du Monde, c'est pas parce qu'on est une petite équipe, voilà, un petit pays. Donc, je crois que chacune des équipes qui sont retrouvées
à ce niveau-là. Chacune d'elles a sa chance et chacun devra jouer crânement justement sa chance pour voir ce que ça peut donner. Et je pense que la Suisse pourrait aussi, en tout cas, poser quelques problèmes à l'Argentine à cause justement de leur capacité à tenir d'abord face à la pression, mais aussi et surtout à être rigoureux au niveau de l'axe défensif. Maintenant, il y a quand même l'équipe argentine qui, mettons, sait profiter de ses ailes pour pouvoir, mettons, faire les incursions sur la surface de réparation. J'espère que cette tactique va pouvoir les aider. Allez, Jules Assifou, Argentine-Suisse pour l'étape des quarts de finale. On l'a vu, l'Argentine sortie le Cap-Vert et bien entendu l'Égypte pour les tours précédents. La Suisse qui vient aussi après avoir sorti l'Algérie et l'équipe de la Colombie au tour précédent. Comment trouvez-vous cette étape des quarts de finale? C'est une affiche intéressante au vu de cette formation suisse très vaillante hier qui a acquis sa qualification à la suite des centres des tirs au but. Et la Suisse aussi a des ressources à faire valoir. Il y a l'attaquant Brahim Mbolo qui est là, le Camerounais d'origine aussi. Voilà, ils ont Granit Xhaka au milieu de terrain. Donc ça va être une vraie opposition tactique. Je vois un peu un schéma de jeu, une équipe suisse très physique qui met de l'impact dans le milieu de terrain pour gêner un peu la construction des Argentins, parce que c'est ce qui n'a pas marché pour les Argentins en fait face au Cap-Vert. Donc il y a eu de l'impact physique que les joueurs capverdiens ont mis, et ça a perturbé un peu la circulation l'animation offensive des Messi qui était isolé carrément. Donc je crois que si la Suisse se prend bien, la Suisse peut quand même faire douter cette formation argentine, mais comme on le dit souvent, il y a le dieu du football qui est là, Lionel Messi, qui est dans une forme étincelante, et à lui seul, il peut basculer toute une rencontre, on l'a vu hier. Donc ça fait de l'Argentine une équipe assez redoutable et très compliquée, difficile à jouer pour cette formation suisse, mais le miracle n'est pas impossible, parce que la Suisse aussi a sa carte à jouer. En tout cas, on a vu le Cap-Vert causer beaucoup de difficultés à cette équipe argentine, l'Égypte qui n'était pas très loin de l'exploit, mais qui finalement prend la porte. Tanguy, cet homme qui continue toujours de marquer les esprits, à lui seul, il a pris hier la tête du classement des meilleurs buteurs de cette 23e Coupe du Monde. 8 buts désormais, quand on regarde le poids de l'âge et ce qu'il a accompli encore sur le terrain. Oui, bon, c'est vrai que j'aime pas cette expression-là souvent. Il aura fait son mondial déjà, au regard de son âge, de son expérience et surtout du niveau du championnat dans lequel il joue. Quand vous jouez en MLS par exemple et que vous venez en Coupe du Monde et que vous devrez mener la danse au même titre qu'un certain Kylian Mbappé qui est au top niveau, je dois dire, du football européen, quand vous devrez tenir, je dois dire, la main devant des joueurs aussi physiques que techniques comme Alang, avec ce physique de buffle ou de taureau, par exemple, c'est clairement dit que vous avez quelque chose, en tout cas, dont Dieu vous a doté. Et là-dessus, on doit s'entendre pour dire quand même qu'il a été assez exceptionnel, je dois dire, pour ce mondial-là. Un triplé déjà, je ne sais pas si quelqu'un l'a fait, mais parmi ces challengers, je ne sais pas si quelqu'un l'a fait jusque-là, sinon que c'est des doublés. Même si, bon, il faut dire que le nombre de buts reste quand même le nombre de buts. Il aura dépassé... Il y a Dembélé qui l'a fait. Ah oui, justement, Dembélé qui l'a fait aussi. Dembélé qui n'est pas encore parmi les trois premiers. Voilà, avec un maigre niveau un maigre nombre de buts, je dois dire, par rapport justement à cette compétition. Alors, tout le monde est au quart, mais lui, il est en tête des buteurs. Ça me dit que déjà, il est le meilleur. Il est le meilleur avec 8 buts en tête du classement, et il a délivré une passe décisive hier sur le premier but, le but qui a causé le déclic dans cette rencontre et qui a tourné à l'avantage de l'Argentine. Vous parlez tantôt de Erling Haaland, cet homme qui a porté la Norvège fait cette étape des quarts de finale de la CIFO. Norvège-Angleterre pour le tour suivant. Ça sera samedi prochain. Oui, samedi prochain, Norvège-Angleterre. L'Angleterre aussi qui a aussi acquis sa qualification dans la douleur face dans ce stade mythique d'Aztec face aux Mexicains. En étant réduit à 10, on a vu Jude Bellingham qui a frappé fort avec un doublé. Ça va être une rencontre vraiment tactique aussi, parce que quand on voit un peu comment la Norvège a sorti le grand Brésil, il faut remonter à 36 ans
pour voir le Brésil se faire éjecter dès les phases de huitième de finale. Donc, c'était une surprise. La Norvège, pour moi, a eu sa qualification. C'est déjà historique que la Norvège ait gagné un match à élimination directe en phase finale de Coupe du Monde. Cela n'était jamais arrivé. Maintenant, ils vont continuer tout sur cette dynamique. Ils vont compter sur le cyborg norvégien, lui qui a été le bourreau des Brésiliens. Il est toujours dans une forme étincelante. La Norvège pourra compter sur Haaland, mais l'Angleterre semble avoir un collectif beaucoup plus huilé, sans avoir beaucoup plus d'arguments pour venir à bout de ces Norvégiens. Et même sans trop prier, cette équipe anglaise s'est fait très mal devant les buts. Tanguy, Angleterre-Norvège, ça sera bien entendu une affiche des quarts de finale pour une place dans le dernier carré. Je crois que parmi les équipes européennes à fort du potentiel offensif, c'est l'Angleterre, la France, l'Espagne relativement. Et donc, c'est pour dire qu'ils ont quand même les éléments qu'il faut pour aller de l'avant. Même si pendant ce mondial, on n'a pas vraiment eu, je dois dire, l'efficacité qu'on attendait de cette disponibilité offensive qu'ils ont, de cette ressource assez diversifiée qu'ils ont au niveau des attaquants. Vous savez, ils ont des attaquants qui viennent d'un peu partout, des grands clubs de l'Europe, que ce soit en Angleterre, à Arsenal, que ce soit en Espagne, etc. Même en Allemagne, avec notamment Harry Kane, par exemple, on a une diversité d'attaquants qui pourrait quand même dire que, a priori, c'est la meilleure équipe qui pourrait être, je dois dire, la plus prolifique en matière de buts. Sauf que sur le parcours, ce n'est pas vraiment ce qu'on a eu. Si on en arrive à avoir un milieu offensif qui marque un doublé, vous comprenez que les attaquants sont un peu au chômage ou bien qu'ils ne voient pas très clairement sur le terrain. Mais bon, on espère qu'ils vont pouvoir s'exprimer à cette étape-là pour permettre à ce qu'on reconnaisse dans cette équipe anglaise, je dois dire, tout le potentiel qu'on lui reconnaissait. Qu'on lui reconnaissait. Deux autres affiches assurent à l'étape des quarts de finale au tour suivant. France-Maroc, on va en parler tout à l'heure, mais intéressons-nous déjà à cette équipe qui n'est pas très loin du Maroc. L'Espagne qui sera face à l'équipe de la Belgique pour une place en demi-finale. La Belgique qui a sorti l'équipe américaine avec un score de 4-1. Pendant ce temps, l'Espagne qui a montré la porte de sortie à l'équipe du Portugal. Ah oui, c'est l'Espagne, ça c'est un remake déjà des huitièmes de finale du mondial sud-africain en 2010, où l'Espagne avait eu raison du Portugal de Cristiano Ronaldo. C'est souvent des scores étriqués entre les deux formations. C'est, le 42e derby ibérique. Je dirais le derby lusitanien. Le derby lusitanien, voilà, entre le Portugal et l'Espagne. Maintenant, le souci, c'est que c'est une équipe portugaise qui a de la valeur sur de la qualité individuelle, mais le collectif peine à prendre. Ils n'arrivent pas à jouer ensemble, alors que le football, c'est un sport collectif. Donc, je trouve que c'est là que le Portugal a eu un peu de mal dans cette Coupe du Monde. Malheureusement, ce sera la dernière pour Cristiano Ronaldo. L'Espagne qui monte en puissance. À chaque rencontre, on a vu cette phase de poule qui a commencé un peu timidement avec le Cap-Vert. Après, il y a eu une montée en puissance, cette rencontre de 16e de finale face à l'Autriche. Et donc, c'est une équipe espagnole qui monte en puissance. Et donc, les stars retrouvent leur couleur. Lamine Yamal, Ferran Torres et puis Oyarzabal. Donc, l'Espagne, c'est en matière de cohésion dans le jeu. L'Espagne est la meilleure équipe de ce mondial parce que ce sont des joueurs qui jouent souvent ensemble dans la Liga ou dans leur championnat, donc ils se connaissent même les yeux fermés. L'un connaît le déplacement de l'autre, l'un sait dans quel tempo donner la passe à l'autre, donc il y a une certaine collectivité qui est là et qui permet à l'Espagne de par son jeu de venir à bout de l'adversaire. Et ça va être la même chose face à leur adversaire, je crois que c'est la Belgique. La Belgique, bon, c'est la Belgique qui grâce au Sénégal, au faux pas sénégalais, la Belgique qui se retrouve à cette étape de la compétition. Ils sont tombés sur une équipe qui n'était pas aussi forte. Les États-Unis d'Amérique qui ne sont pas réputés pour le football. Donc, ça a été très facile, 4-1 en huitième de finale. Donc, la Belgique a fort à faire face à une équipe espagnole qui vraiment a un fond de jeu bien assis, avec des milieux vraiment qui sont en forme. Un milieu composé de Fabien Ruiz, de Rodri, de Pedri, ça va à 100 à l'heure. Donc,
la Belgique va souffrir en matière de possession. La Belgique va devoir courir derrière le ballon. Et quand vous courez derrière le ballon, vous mettez dans la passivité. Donc l'adversaire a tout aussi le temps les possible espaces derrière. l'espace derrière pour exploiter les espaces. Donc ça va être un match compliqué tactiquement pour la Belgique. Mais comme ils ont un coach d'expérience, Rudy Garcia pourra quand même trouver la solution nécessaire pour essayer d'anéantir un peu les automatismes espagnols. Lui qui sait que quand on met la pression aux équipes africaines, ils finissent par suffoquer. On verra bien si lui aussi va résister face à l'équipe. Oui, on verra ça. On verra comment son équipe est construite pour résister à la pression aussi. Oui. Moi, je ne vois pas cher la peau de la Belgique face aux Espagnols. Hein. Même si parfois les Espagnols peuvent se montrer parfois aussi très irréalistes. Oui. On l'a vu par exemple face au Portugal, on l'a vu par exemple face au Cap-Verdien, etc. Même si le Cap-Vert avait amené non pas un gardien de but, mais plutôt un serrurier qui avait tout bloqué en face des Espagnols. Oui. Et donc, oui, ça va être très compliqué pour les Belges de s'en sortir. Moi, bon, sauf vraiment... Sauf respect, hein. Moi je ne voyais pas une Belgique à ce niveau-là et comme notre invité l'a dit ce matin, c'est la gentillesse des Sénégalais qui a fait que la Belgique aussi se la joue les footballeurs à un niveau de quart de finale de la Coupe du Monde à l'heure actuelle. Je ne veux pas dénier quand même, je dois dire, les valeurs de cette équipe de football, mais il faut quand même dire que dans le contexte actuel et pour cette Coupe du Monde, avec ce que cette Belgique a montré, ce n'est pas forcément son niveau ça. Allez, on va s'intéresser maintenant au seul et unique représentant de la zone CAF encore en lice. Ils étaient 10 dans les starting blocks avant le coup d'envoi le 11 juin dernier. Mais pour l'étape des quarts de finale, on va assister justement à un seul. Justement, il s'agit du Maroc. Le Maroc qui va jouer la France-Anguille. Un match à venir entre les Français et les Lions de l'Atlas du Maroc pour une place en demi-finale. Le Maroc, demi-finaliste de la dernière édition, qui porte sur ses épaules les espoirs de tout un continent. Ça va être une grosse bataille de milieu. Parce que vous voyez, quand vous observez un peu l'équipe marocaine, ce n'est pas forcément... peut-être quand on les a vus face au Canada pour les huitièmes, ils ont pu montrer, je dois dire, un visage... offensif un peu plus amélioré. Oui. Sinon, ce n'est pas forcément l'équipe, mettons, qui sait être très intelligente en phase offensive et qui a peut-être des contributions et des phases offensives qui soient vraiment intéressantes. Alors qu'en face, on a quand même une France qui est dotée d'un certain nombre d'éléments offensifs capables, en tout cas, de peser lourdement, de mettre en difficulté, je dois dire, cette défense marocaine. Donc, tout va se résumer au niveau du contrôle de milieu pour en tout cas le Maroc s'il y arrivait. Encore que ça peut être aussi, je dois dire le point le plus faible de cette équipe française dont il faudra profiter. Parce s'il faut attendre de conserver ou de contenir les assauts des attaquants, ça va être très pénible pour eux quand on voit un peu ce dont est dotée cette équipe française. Et puis on n'a pas aussi l'impression que la défense marocaine, bon c'est vrai qu'on a une solidité de Issa, en dehors de ça, les ailes ne me convainquent pas trop, même si on a quand même un certain Hakimi, qui a de l'expérience, qui a du vécu, qui apporte aussi. Mais j'ai pas l'impression que c'est le même niveau qu'il a au niveau de PSG qu'il apporte à son équipe nationale d'ailleurs. Il y a eu beaucoup de dangers qui sont venus de son côté et même beaucoup de buts aussi qui sont venus de son côté. Donc oui, peut-être qu'il n'a pas eu le soutien et l'appui qu'on peut avoir en tant que latéral et ça peut expliquer un peu cette faiblesse, cette fébrilité qu'il peut afficher par moment. Mais je pense que c'est une rencontre relativement équilibrée. Et si les Marocains doivent se souvenir de 2022, ils doivent prendre la revanche. Allez, Jules Lassifou, France, Maroc, ce sera demain jeudi à partir de 20h pour cette affiche France-Maroc pour une place en demi-finale. Match équilibré, match à chance égale pour les deux équipes ou match égal? Match équilibré, hein, parce que si on s'en tient au parcours des deux équipes, le Maroc qui d'abord avait mis en difficulté les Brésiliens dès la première journée de cette phase de groupe. Après, le Maroc a joué un match épique avec les Pays-Bas
Donc le Maroc est sur une dynamique et maintenant ils ont atomisé le pays organisateur. Comme le dit le prédécesseur, ça va être une bataille au milieu de terrain. Voilà, le tendon d'Achille de la France pour le compte de ce mondial, c'est le milieu. C'est pas un milieu aussi relevé. Et donc ils ont une armada offensive, ils ont assez de munitions sur le front de l'attaque, mais le milieu, ça pose problème. Donc, on a vu le Maroc face au Canada quand la bataille au milieu du terrain était vraiment compliquée pour eux en première période. Partie, oui. Ils ont souffert, ils ont galéré. Ils ont souffert, oui. C'est sur ce secteur que peut-être le coach doit travailler parce que lorsque vous n'avez pas la bataille du milieu de terrain, un jeu de possession. Le Maroc office dans un jeu de possession, donc il faudrait avoir les joueurs qu'il faut. Mais ils ont les joueurs qu'il faut. Ils ont Bouhaddi, ils ont Ounahi, le joueur de Girona, qui peut bien garder le ballon. Ils ont les jeunes de qui peuvent faire tourner le ballon. Absolument. Maintenant, il faudrait que le Maroc soit efficace sur le front de l'attaque parce que le Maroc va se procurer beaucoup d'occasions. On a vu le Sénégal, la France a des lacunes au milieu de terrain. Donc, face à un milieu qui met beaucoup plus d'intensité, la France peut fléchir au milieu de terrain. On a vu les Sénégalais l'emporter en première mi-temps lors de cette rencontre, mais finalement, ils ont craqué. Pas une expérience, pas une efficacité et tout. Donc, le Maroc doit aussi être efficace sur le front de l'attaque. Dans ces séquences offensives, arriver à marquer les buts. Parce que derrière, s'il y a de l'espace, quand on lance Dembélé dans le couloir ou Barcola dans le couloir, ça va aller très vite. Ou encore, Mbappé aussi et Olysée qui est dans une forme étincelante donc on a vu aussi la France se fait prendre parce que les Paraguayens ont bien visualisé la vidéo, les séquences de jeu françaises et ils ont essayé ils savent que le danger peut venir des couloirs. C'est un jeu direct, beaucoup plus de verticalité. Donc, ils ont bloqué les couloirs. Vous avez vu, Barcola n'a pas su s'exprimer. On l'a remplacé par Doué qui a provoqué la faute. Oui. Ils ont isolé aussi. Doué aussi a eu beaucoup de peine. Parfois, il est chassé. Il retourne carrément. Ils ont muselé aussi Dembélé dans le couloir. À peine il a fait quelques centres en première mi-temps. Après, la deuxième mi-temps, ça a été transparent. Donc, Olysée aussi qui a été étouffé. Donc, lorsqu'on fait le marquage sur ces trois, parce que le jeu de la France est là. C'est Olysée qui alimente. Et puis Mbappé à la finition. Donc si on en arrive à mettre en difficulté ces joueurs et qu'ils ne s'expriment pas dans la rencontre, ça va être difficile pour la France. Donc voilà un peu peut-être ce sur quoi doit s'appesantir le coach marocain pour essayer de museler ces joueurs pour ne pas... Parce que s'ils ont la liberté, attention, ça peut faire des dégâts côté marocain. Et c'est aussi une rencontre de revanche pour le Maroc parce que c'est la France qui avait empêché le Maroc de jouer une finale historique lors de l'édition précédente. Donc ça va être une rencontre de revanche pour les Marocains. Donc s'ils s'y prennent bien, il peut mettre à mal cette équipe française parce qu'elle est prenable, cette équipe française. En tout cas, le coach marocain, il reste très serein sur son banc depuis le début de cette Coupe du Monde. On verra bien s'il va nous sortir son tour de magie face à l'équipe de la France. On va faire un dernier tour de table sur cette affiche, la toute première de l'étape des quarts de finale. Question personnelle, quel défi ou plutôt qu'attendez-vous du Maroc? Oh, rien du tout. Moi, je n'attends rien du Maroc. J'attends de voir un beau football, de quart de finale, une équipe en forme, enfin deux équipes en forme qui aspirent véritablement à gagner une place pour les demi-finales. Et moi, ça m'irait mieux. Le reste, ça appartient justement à l'histoire. À l'histoire. Jules, qu'attendez-vous du Maroc? On attend que les Marocains puissent rééditer l'espoir, qu'ils prouvent au monde entier qui n'ont pas joué une demi-finale de Coupe du Monde parce que c'est sous l'effet du hasard, mais qu'ils ont quand même le coffre, ils ont la carapace qu'il faut. Aux Français maintenant d'entériner leur statut de favori qu'on leur a toujours fait arborer. Donc c'est le moment pour la France d'entériner son statut de favori. Est-ce que c'est la grande France ou pas? On le verra à travers cette rencontre. Puis c'est le vrai test pour les Français depuis le début de cette compétition, de tomber sur une équipe tactiquement très bien organisée. En tout cas, rendez-vous demain jeudi à partir du 20h GMT pour suivre cette affiche entre la France et l'équipe du Maroc. Vendredi, ce sera le tour de l'affiche Espagne-Belgique. Samedi, Norvège-Angleterre. Puis dimanche, la dernière affiche de cette étape des quarts de finale, Argentine-Suisse, pour justement la dernière place en demi-finale. 4 rencontres, 4 places en demi-finale et se rapprocher davantage du Graal final et surtout du trophée de la couronne qui va élever ou plutôt évincer de son fauteuil l'équipe de son fauteuil de champion, l'équipe de l'Argentine. On verra bien et on va suivre de très très près ces différentes affiches et revenir par ici faire le point, décortiquer surtout ces différentes affiches et nous projeter sur les étapes à venir. On rappelle
Le Maroc est le seul représentant africain encore en compétition. L'Argentine, le seul de l'Amérique du Sud qui est encore en lice et surtout en course vers un deuxième trophée consécutif à la zone UEFA qui en compte 6 au total. On a la France, la Norvège, l'Espagne, la Belgique, la Suisse et l'équipe de l'Angleterre. Tanguy, et si on s'est arrêté ici ce matin? Je vous dirais merci d'avoir été par ici. Et je vous souhaiterais de passer une très bonne journée, de profiter de vos moments de foot, devant vos petits écrans. Mesdames et messieurs, je vous ai amené sans pause depuis 7h jusqu'à cette étape. Je vous propose qu'on souffle un peu, le temps d'appeler par ici les débatteurs. Vous avez besoin d'une connexion Internet fiable que vous pouvez partager avec toute la maison? Vous rêvez d'un abonnement Internet illimité qui vous tient tout le mois sans ralentir? Avec Canalbox, découvrez l'Internet sans limite de gigas. Avec la fibre Canalbox, passez au très haut débit avec l'offre Start à 50 mégabits par seconde ou l'offre Premium à 200 mégabits par seconde. En ce moment, la box et l'installation sont gratuites pour toute nouvelle souscription à partir de l'offre Start. Vite, rapprochez-vous de nos vendeurs en rose ou d'une boutique Canal+, Canalbox pour vous équiper dès maintenant. Pour plus d'infos, appelez le 7044 ou rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux. Canalbox, le vrai Internet illimité sans limite de gigas. En juin, avec Canal+. Le coupé de Calais, faut l'avoir, Vincent. Si tu fais pas ça, t'es mort. Tu peux pas. Demandez, vous serez servi. On vous attend. 100% de toutes vos envies, seulement avec Canal+. Avec Canal+, donnons de la voix. En ce moment, réabonnez-vous à votre formule habituelle et profitez de 30 jours offerts à toutes les chaînes. Et si vous n'êtes pas encore abonné, le décodeur HD est à 3000 francs dès la formule Access. La parabole et l'installation sont offertes. Il y a quelques années, tout était lent. Papier, aller-retour, file d'attente interminable. Aujourd'hui, tout a changé. Ici, chaque vie a une trace, une identité, grâce à la NIP. Aujourd'hui, tout commence dès le premier cri. L'agent de santé déclare la naissance avec un simple téléphone sans Internet. Les parents finissent au guichet du centre de santé ou à la mairie pour la complétude des informations et l'enregistrement de la naissance. En moins de 48 heures, ils reçoivent le numéro personnel d'identification, le NPI, par SMS et peuvent demander l'acte de naissance en ligne. Moi, je trouve cela magique. Naître, avoir une existence juridique sans protocole, parce qu'on a la chance d'appartenir à une nation dont les dirigeants ont de la vision et la volonté politique. Depuis le 1er avril 2021, chaque enfant reçoit son NPI dès l'enregistrement de sa naissance au Registre national des personnes physiques. Ceux nés avant cette date l'obtiennent à travers le RAVIP. Je me souviens du jour où j'y suis allée. Mes données biographiques, mes empreintes, ma photo, ma signature, tout a été enregistré. C'était plus qu'une formalité. C'était la reconnaissance officielle de mon identité par mon pays. Grâce à cela, j'ai obtenu mon acte de naissance sécurisé, ma pièce d'identité, j'ai pu acheter et enregistrer ma carte SIM et à 18 ans, mon nom est apparu automatiquement sur la liste électorale. Et puis est venu le jour où je me suis installée et ai déclaré mon chez-moi. Avec mon NPI et celui de mon témoin, le chef de quartier a déclaré ma résidence en quelques secondes directement depuis son téléphone, sans Internet, grâce à un simple code USSD. Ma résidence était alors mise à jour dans le Registre national des personnes physiques. Ainsi, l'État sait où nous sommes pour mieux nous servir. Moi, j'appelle cela la proximité numérique. Quand Dosso a décidé de m'épouser, nous n'avions besoin que de nos NPI et de ceux de nos témoins.
l'officier d'état civil a déclaré notre union dans le système ANIP. En quelques secondes, notre mariage était enregistré, lié à nos identités, et nous avons reçu notre acte sans aucune tracasserie. Même l'amour a sa place dans le numérique. Quand mon grand-père est décédé, le médecin est venu constater le décès. Avec le certificat, nous sommes allés chez le chef quartier qui a demandé nos NPI. En quelques instants, avec son téléphone, il a déclaré le décès. L'ANIP a délivré l'acte et mon grand-père a été inscrit au fichier national de l'état civil comme décédé et automatiquement radié de la liste électorale. Les registres se mettent à jour en temps réel pour que chaque vie soit respectée et comptée. La vie continue et parfois la mémoire nous joue des tours. On oublie son NPI? Pas de panique. Un simple code USSD, le site web de l'ANIP ou l'application anip.bj et tout revient en un clic. Parce qu'aujourd'hui, au Bénin, la technologie ne remplace pas l'humain, elle le relie. Et pour demander une carte d'identité, plus besoin de courir. Tout se fait en ligne, depuis chez soi. Et ce n'est pas tout. Les institutions se parlent désormais. La protection sociale, l'emploi, les transports, les impôts, la justice, les opérateurs mobiles, tout est lié, fluide, transparent. Parfois, je me dis que mon grand-père serait fier de voir son pays grandir et se moderniser. Derrière chaque numéro, il y a une vie, une appartenance, un espoir. L'ANIP bâtit le cadre de confiance qui unit les citoyens et ouvre les portes de l'éducation, de la santé, de la finance, de la citoyenneté et des services sociaux, tels que la protection de l'enfance, l'aide sociale et la microfinance. ANIP, l'identité qui accélère le développement du Bénin. Est-ce qu'on peut, enfin, un cadre peut aller à l'école, se faire former en médecine occidentale et continuer à garder ses racines? Justement, nous pouvons, à partir d'un moment, considérer que nous n'avions pas le choix parce que la médecine occidentale a des choses à nous apprendre. Donc, il faut aller les apprendre. Mais une fois que nous sommes allés les apprendre, mais comment est-ce que nous oublions comment nos parents, sans jamais être allés à l'hôpital, guérissaient les maladies? Comment pouvons-nous oublier ça? Si son État ne lui offre l'emploi que taillé sur la mesure de celui qui est allé à l'école occidentale, il s'en accroche et c'est fini. Je suis d'accord avec vous que l'État devait avoir une vision holistique pour intégrer tout ce qu'il y a de positif dans notre culture, dans notre tradition. Nous avons tout un trésor dans les connaissances et le savoir fondamental que nos ancêtres nous ont laissé. À quel moment nous l'exploitons? Donc voilà ce qui vous donne une idée très claire du fait que l'école ne forme pas pour développer ce que nous avons ici, mais juste pour donner un emploi à des jeunes qui continuent de perpétuer des valeurs qui sont allés apprendre ailleurs. Ça fait quelques mois, on a fini de parler maintenant de la dernière révision de la Constitution. Avec le recul, les changements intervenus, les changements proposés, comment est-ce que vous les analysez pour les quelques mois qu'on a effectués depuis la dernière révision? Je pense qu'il faut se demander quel est le résultat final de tout ce que Patrice Talon a pu faire sur ce plan-là. Et quand on se pose cette question, la réponse est simple. C'est lui-même qui la donne. Le Bénin a trouvé son chemin. Il dit que nous avons désormais un nouvel état d'esprit. Et le nouvel état d'esprit, c'est l'introduction dans nos mœurs à nouveau de l'ordre, de la discipline et surtout du sens de la responsabilité. La liberté, oui, mais à l'intérieur, vous êtes responsable de ce que vous faites et de ce que vous dites. Dans tous les pays où la démocratie a été en difficulté, c'est l'un des points d'achoppement. Il s'agit notamment de considérer que l'invective, l'injure, l'opprobre jeté sur l'autorité confine en un désordre que Patrice Talon a voulu supprimer.
Donc il était vraiment rigoureux avec vous. Rigoureux, vraiment, rigoureux avec nous. Sinon, déjà à 7 ans, on a commencé la musique, on pouvait aller dans le décor. La pause ce matin, je lui ai déclaré encore ma flamme. La photographie, selon moi, c'est écrit la lumière. Communiquer, communiquer, communiquer. Betty est célibataire. Et surtout, me retrouver encore devant Aïcha Koné. Après plus de 10 ans. J'ai vu un homme qui a été battu par sa femme. On a montré la photo, c'était horrible. Et je me suis dit, mais il attend quoi? Quel ONG s'occupe de ces cas-là? Vous devez avoir votre convention de vente, bien évidemment, ce qui montre que vous avez acheté le domaine. Oui, je voudrais vous inviter à faire massivement le déplacement. Quand je vous dis que je suis chargé d'onction, c'est-à-dire... Nous préparons la journée internationale du jazz, qui va être encore cette année, comme d'habitude, un truc... Non, j'ai laissé le côté humoriste, parce que franchement, le Béninois, pour faire rire le Béninois, c'est compliqué. Pour faire rire le Béninois. Donc ce qui nous oblige tous aujourd'hui à nous intéresser à la chose technologique. Aujourd'hui, spécialement, nous allons parler du massage, Madame Florence. Est-ce que par moment, il n'y a pas des hommes qui... Oui. Ah oui. Comment vous C'est faites? le risque du métier. C'est le risque du métier. Oui. Donc vous les laissez d'abord. Bon, oui, on essaie de... Il y a une méthode de Voilà, de les calmer. Quand je vous dis Amozobogla, c'est ça qui a formé le Zogla. Vous dansez des djis. Vous dansez des djis, ça fait Zogla dance. Voilà. Inspiration. On va checker la liste. Oui ou non? Moi, heureusement que j'ai jamais eu d'ex. Oh, le ciel va tomber. La ciel va tomber. Prends bien soin de moi, chérie, ne me néglige plus. Niente fait. Bravo. Merci à toute l'équipe. Vous êtes tout simplement formidables. On se donne rendez-vous mercredi pour une nouvelle aventure sur Le Plein de Midi. Au revoir. Au revoir. La cybercriminalité est un fléau à l'antipode du développement socio-économique durable et de la crédibilité de notre pays. Ne permettons pas aux cybercriminels et gaïmans de salir la réputation de notre pays et de ruiner nos efforts collectifs en faisant fuir les investisseurs. Ensemble, combattons la cybercriminalité en dénonçant les gaïmans. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61, 63 09 51 62, 65 48 78 74 ou écrivez à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj. Vous avez besoin d'une connexion Internet fiable que vous pouvez partager avec toute la maison. Vous rêvez d'un abonnement Internet illimité qui vous tient tout le mois sans ralentir. Avec Canalbox, découvrez l'Internet sans limite de gigas. Avec la fibre Canalbox,
Passez au très haut débit avec l'offre Start à 50 mégabits par seconde ou l'offre Premium à 200 mégabits par seconde. En ce moment, la box et l'installation sont gratuites pour toute nouvelle souscription à partir de l'offre Start. Vite, rapprochez-vous de nos vendeurs en rose ou d'une boutique Canal+, Canal Box pour vous équiper dès maintenant. Pour plus d'infos, appelez le 70 44 ou rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux. Canal Box, le vrai Internet, illimité, sans limite de gigas. Nous voici en plateau pour nos moments de débat. Franck, bonjour. Bonjour, Tanguy. En attendant qu'éventuellement les autres nous rejoignent pour les discussions, on peut ouvrir justement les réflexions au sujet de cette série de consultations engagées par la ministre en charge de la communication et des médias. Madame Aurélie Adamsoulé-Zoumarou a rencontré les acteurs du monde des médias, a commencé déjà par les faîtières en première position. Là maintenant, ce sont le tour des acteurs, mettons à la base, la télévision, les radios, responsables à divers niveaux. Franck, d'abord, le retour du ministère de la Communication, je dois dire de la configuration du gouvernement. Qu'est-ce que cela apporte dans le concret à la vie d'un média? Bon, ce que vous voyez déjà, pendant 10 ans, on n'a pas eu véritablement... C'est quoi, les entrevues, les discussions là? Oui, ce n'est pas rien, ce que vous voyez déjà. Et hier, par exemple, moi j'étais en face de la ministre de la Communication et j'ai eu l'occasion de le lui dire. Je lui ai dit de véritablement dire au chef de l'État que nous sommes reconnaissants pour le fait qu'on a corrigé ce tir-là. Parce que pendant les 2 mandats du président Patrice Talon, on n'a pas eu un ministère dédié entièrement aux médias, c'est ça qui m'intéresse. Mais aujourd'hui, nous en avons et nous sommes en mesure de porter nos préoccupations directement à un interlocuteur qui se trouve être le ministre de la Communication en charge des médias. C'est déjà un acquis, c'est déjà une très bonne chose. On n'avait pas d'interlocuteur, on se demandait où étions-nous, à quel sens se vouer, mais cette fois-ci, ce n'est plus le cas. Nous avons quelqu'un qui peut nous écouter, prendre nos préoccupations, les transformer peut-être en fiches pour en débattre en conseil des ministres ou les glisser au chef de l'État. C'est déjà très important. Donc je pense que c'est une avancée. Nous en avons eu par le passé, il y a bien longtemps, une dizaine d'années en arrière. On n'en a pas eu pendant un temps. C'était une forme de pause, mais maintenant la machine est relancée et je pense que ça ne peut faire que du bien aux médias, mais également au gouvernement qui pourra mieux suivre tout ce qui se fait dans ce secteur-là, mieux avoir les retours, mieux faire les réformes dans le secteur, parce qu'on ne peut pas faire des réformes sans les acteurs. Et pour mieux le faire, il faut véritablement créer un cadre, il faut véritablement créer le pont entre le gouvernement et les médias, et c'est ce qui vient d'être fait par la création de ce ministère-là. Donc on peut dire que ça nous apporte quelque chose? Ça nous apporte quelque chose. Bon, on n'a encore rien de concret. Oui, on n'a encore rien de concret. On attend. Nous ne sommes qu'à quelques mois après la formation du gouvernement. Et si je vois un peu le langage tenu par le président Romuald Wardai lors de sa campagne, où il a dit qu'il a envie de vendre le Bénin, qu'il a envie de montrer tout ce que le Bénin fait à l'extérieur, au monde extérieur, au-delà de nos frontières. On ne peut pas faire cela sans les médias. On ne peut pas réussir un pari comme ça sans les médias. Il veut lutter contre l'extrême pauvreté, réduire la pauvreté. On ne peut pas le faire sans les médias. Et des médias... Comment ça? Les populations qui sont dans la pauvreté, l'extrême pauvreté, de laquelle on veut les tirer, sont dans les campagnes, pas dans les studios, pas dans les... Je suis d'accord. Oui. Si par exemple vous construisez des caniveaux à des populations qui l'ont longtemps réclamé, et que du jour au lendemain, ces populations commencent par verser, disons, des ordures dans ce caniveau, lorsqu'il y a pluie, les caniveaux seront bouchés et il y aura inondation. Pour des populations qui vivent dans des zones
ou qui ne sont pas, où l'eau n'était pas bien évacuée, vous ne pouvez pas dire, vous investissez des milliards là, vous n'allez pas les sortir de leur précarité parce que à la moindre catastrophe, c'est que vous les voyez dans des conditions inimaginables. Vous allez les voir et bonjour aux maladies hydriques, bonjour, disons, à d'autres préoccupations qui les amènent dans les hôpitaux pour les faire dépenser. Et il y a bien d'exemples qu'on peut donner pour montrer l'importance de la communication, l'importance des médias, parce que nous allons les sensibiliser à cette fin. Si on construit des infrastructures et vous les détruisez, eh bien, c'est vous qui allez en souffrir. Ça, c'est le rôle des médias, informer, éduquer, mais également divertir. Et donc, je pense que nous avons un très grand rôle à jouer dans ce que veut réaliser cette équipe de Robert Douadaï et l'ambition qu'il a de réduire la pauvreté et de lutter contre l'extrême pauvreté. On a besoin de nous et c'est même notre rôle, nous devons le faire. Nous donnons du service public, nous offrons du service public à travers ce que nous faisons parce que ça sert la population, ça sert les autorités, ça sert les gouvernants, ça sert nos familles. Alors, la ministre a engagé, mettons, un certain nombre de consultations. Vous étiez avec elle hier. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? D'abord, elle nous a dit, écoutez, j'ai envie d'échanger avec vous pour vous écouter sur vos préoccupations, vous écouter sur les attentes, vous écouter sur ce que vous allez faire pour offrir davantage de prestations de qualité et ce que le gouvernement également attend de vous. Et donc, la démarche pour moi, c'est une démarche très appréciable parce que lorsque vous échangez, vous découvrez davantage ce que l'autre attend de vous et ce que vous pouvez lui offrir. Vous trouvez le juste milieu pour évoluer. Nous sommes appelés à faire, disons, chemin ensemble et il fallait pour la ministre d'échanger pour savoir, écoutez, comment marcher pour que chacun soit satisfait. Elle a été claire. Écoutez, j'ai eu le temps de suivre les médias, j'ai eu le temps de faire mon diagnostic, mon check-in et je pense que vous pouvez mieux faire. Ça veut dire que les problèmes sont déjà connus, mais vous voulez davantage en savoir pourquoi au niveau des médias, il y a ces genres de dysfonctionnement, par exemple sur la qualité des images, sur la qualité de nos productions, sur, disons, le management du personnel des médias. Elle voulait écouter ça parce que c'est des responsables qui ont été, disons, invités. Et ces responsables-là ont eu l'occasion de lui dire, voilà, nous avons des problèmes. Et les problèmes, il y en a. Il a été relevé, par exemple, que depuis la Covid de 2019 jusqu'à aujourd'hui, les médias n'ont pas eu, disons, cette bouffée d'oxygène-là. Les médias ont eu des problèmes qu'ils traînent depuis ce temps-là. Et donc, il faut agir pour les soulager. Et sur certaines questions, elle a été véritablement directe. Sur d'autres, elle a promis revenir, échanger avec les cadres de son ministère pour voir ce qu'il est possible de faire et éventuellement de plaider, de présenter des communications en Conseil des ministres pour que ce qui doit être fait soit fait. Donc, je pense que c'était une occasion du donner et du recevoir. Et elle nous a dit le constat qu'elle a fait. Et maintenant, un peu comme ce qu'elle attend de nous, c'est de faire en sorte que le Bénin de 2016 ne ressemble plus au Bénin de 2026, que nous nous adaptions à l'évolution des choses. Elle nous a donné quelques petites idées. Elle a dit un peu les mauvais comportements qu'elle observe et tout. Et elle a fait des suggestions. Maintenant, on attend de voir ce que ces échanges-là vont donner. Parce qu'avant nous, il y a eu les fêtières. Avant les responsables des médias, il y a eu d'autres personnes. Et c'était devant les cadres de son ministère, ceux-là qui vont penser certainement des réformes. Mais j'ai l'impression, ça c'est mon appréciation personnelle, qu'il y a des choses qui sont prévues, il y a des réformes qui vont être engagées dans le secteur et avant d'y aller, elle a voulu prendre langue avec les acteurs. On ne peut pas faire le bonheur de quelqu'un contre sa volonté. Est-ce qu'on vous a donné une idée de ces réformes qui arrivent? Non, quand vous lisez entre les lignes, dans ses propos, je pense que si vous êtes entre griffes un peu intelligent, vous pouvez déjà deviner sur à quoi il faut s'attendre. Lorsque elle insiste sur la qualité, elle dit par exemple que elle suit des émissions dont la thématique est de grande portée, mais
tout ce qui entoure, technique, le débat même, parce que si vous voulez par exemple accrocher votre auditeur, votre téléspectateur, il va falloir respecter un certain nombre de choses. Ça ne suit pas toujours. Nous lui avons dit, nous avons des problèmes en termes de matériel, en termes de moyens pour renouveler, pour faire ci. Donc, c'était vraiment beaucoup de problèmes qui étaient sur la table. Et elle a pris acte, elle a pris note avec ses cadres. Et je pense qu'il y aura peut-être, à mon avis, un retour de l'aide de l'État à la presse privée, mais pas dans les conditions qu'on connaissait. Ça, on le savait déjà, surtout avec la décision de suspension justement de cette cagnotte qui revenait aux médias privés dans leur fonctionnement et dans leur rapport à la bonne marche de la République. Ça, on le savait déjà. Nous voulons savoir ce qu'il y a de nouveau et qu'on veut engager au nom des professionnels. C'est vrai qu'elle n'a pas pris le risque d'être assez claire parce qu'il revient au gouvernement, en conseil des ministres. Mais on peut s'appuyer sur ce que Romuald Douadaï, candidat, avait dit pendant sa campagne électorale. Et quand on prend un peu, je dois dire, le temps qu'il a consacré, d'abord aux médias, c'est pas beaucoup de temps. On n'a pas vraiment eu l'impression que les médias vont jouer un grand rôle. Et puis aussi, quand on prend le document qu'il a élaboré, en tout cas pour sa campagne, on n'a pas, je dois dire, une définition assez claire, je dois dire, de ce que les médias, de ce à quoi les médias vont ressembler, justement pendant son mandat. Oui, on a parlé d'amélioration de la qualité, etc., de mettre un accent sur le numérique et de l'aider à apporter davantage au développement. Mais par quels moyens on veut aider les médias à le faire? Parce que quelque part, nous sommes en train de faire un travail républicain. Oui. Par quel média, par quel moyen, c'est là toute la problématique. Parce que moi, je pense que même si on ne met pas cela sous le couvert d'une aide et tout, l'État a beaucoup de codes, l'État a beaucoup de moyens, négocier des partenariats pour que nous soyons dotés, par exemple, de matériel. C'est très important. Très important. Quand on nous demande la qualité, il faut négocier vraiment les moyens parce qu'ils sont extrêmement coûteux. Et tous ceux qui étaient autour de la table en tant que responsables de médias ont insisté sur la formation. La formation que nous demandons aujourd'hui, cela ne veut pas dire que nous sommes nuls. Il y a des journalistes de très bonne facture qui font bien leur travail, mais le monde évolue. Par exemple, quand vous négociez des bourses pour des journalistes qui vont se prendre quelques cours peut-être hors de leur pays, c'est pas parce qu'ils ne savent pas faire leur métier, mais parce qu'il y a des réalités ailleurs qu'on peut découvrir. Il y a des réalités ailleurs. On ne peut pas vivre en vase clos pour dire, mais écoutez, ce qui se fait ailleurs, le journalisme, c'est vrai, il y a des règles universelles, des règles qui sont connues déjà par les pères, les précurseurs même de ce métier-là. Mais il y a qu'aujourd'hui, les choses évoluent très rapidement. Regardez au niveau du numérique. Et c'est là qu'elle a proposé qu'au lieu qu'aujourd'hui, il y ait deux ponts séparés entre le numérique, ceux qui évoluent dans le numérique et ceux qui sont dans les médias dits classiques, il vaut mieux que nous essayions d'absorber l'un et l'autre les potentialités que nous avons de part et d'autre et que cela va nous permettre d'évoluer. Mais nous avons insisté sur la formation, sur ce qu'il faut faire pour soulager. Au niveau de la fiscalité, il y a beaucoup, on nous traite exactement comme des entreprises qui engrangent beaucoup de millions, alors qu'ici, la publicité, elle est rare, les entrées sont minces, et donc, on ne peut pas continuer par vivre comme ça. Oui, dans un contexte aussi, vous voyez la trêve politique, où les entrées au niveau des partis politiques, des activités politiques, sont quasi inexistantes. On ne peut pas continuer véritablement par traiter les médias comme ça. On espère. Il faut que les partis politiques multiplient les activités, parce qu'ils ont reçu un financement public pour animer la vie publique. Ils n'ont qu'à former leurs militants, ils n'ont qu'à... C'est important, les formations, c'est pas moi, les mobilisations et autres. Et vous savez, quelqu'un a dit, lorsque la situation de Wedonoussé s'est produite, quelqu'un a dit, mais où sont les partis politiques? Ils vont dire quoi? Ils ne sont pas des techniciens en infrastructure. Ils ont des militants, ils vont leur dire quoi? Restez chez vous. Il faut éduquer également, il faut sensibiliser. Ils ont des militants qui prennent par là. Merci beaucoup, Franck, d'avoir contribué à ces discussions-là. Très bonne journée. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. Très bonne journée à vous aussi.
Bonjour. L'autre vision rapporte que le président de la République, Romuald Wadani, a achevé sa visite d'amitié et de travail en République islamique de Mauritanie par la signature d'un partenariat élargi avec son homologue mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Les conclusions de cette rencontre de haut niveau sont consignées dans un communiqué conjoint publié à l'issue des échanges entre les deux chefs d'État. S'appuyant sur cette correspondance, le quotidien précise qu'au cours de leur entretien, les deux chefs d'État ont passé en revue l'état de la coopération entre le Bénin et la Mauritanie et réaffirmé leur volonté commune de la renforcer. Les échanges ont porté sur plusieurs domaines d'intérêt partagé, notamment la coopération économique, la connectivité, la sécurité et l'intégration régionale. En ce qui les concerne, les députés de la 10e législature participent depuis ce lundi 6 juillet 2026 à un séminaire d'appropriation du projet de loi portant code des forêts, de la faune et gestion durable des terres à Grand Popo. Pointe la presse du jour. En ouvrant les travaux, le président Joseph Djokbenou a engagé, selon le Canard, l'Assemblée nationale du Bénin dans une salvatrice entreprise de secours des espaces forestiers et de l'ensemble des écosystèmes phytogéographiques et géopédologiques qu'il recouvre, dont le pronostic vital est engagé. Pendant que les parlementaires renforcent leur capacité à l'autorité de régulation des marchés publics, on éteint une polémique, celle entourant un appel d'offres lancé par la Commission électorale nationale autonome Sénat relativement à un accord cadre pour la fabrication d'enveloppes inviolables destinées aux coordonnateurs d'arrondissement et aux postes de vote lors des élections générales de 2026. Le matinal informe qu'à l'issue de son examen, le Conseil de régulation a conclu qu'aucune violation de l'article 34 du Code des marchés publics n'avait été commise dans le cadre de cette procédure. Cette décision fait suite à un recours introduit par la société Cofanap Group. L'entreprise contestait les conditions de la phase de présélection des candidats à cet appel d'offres. À Lalo, l'exécutif est désormais au complet. Après de longs mois d'incertitude, d'âpres tractations et de vives tensions politiques, la commune tient enfin son deuxième adjoint au maire. Ce lundi 6 juillet 2026, le conseiller communal Georges Ekpe, figure emblématique du parti Bloc républicain, a été officiellement installé dans ses nouvelles fonctions par le préfet du département du Koufo, Rufino d'Almeida. L'information est livrée par la Nouvelle Tribune. La boussole nous apprend pour sa part qu'après plusieurs jours d'attente, les candidats au baccalauréat session de juin 2026 connaîtront leur sort ce mercredi. L'Office du baccalauréat procédera à la première délibération avec publication des résultats sur la plateforme dédiée e-Résultats. Mesdames et messieurs, le monde de la presse est à nouveau frappé par un deuil. Angelo Amoussou, journaliste, ancien secrétaire général du syndicat des travailleurs de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, s'est éteint mardi 7 juillet 2026 au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Maga de Cotonou, des suites d'une crise. Un carnet noir rapporté par Le Matinal qui indique que l'illustre disparu a rendu l'âme le jour même où il bouclait 55 années d'existence. Paix à son âme. Comme le Christ, celui-ci a vaincu la mort. Le télégramme pointe qu'à Bozoumen, dans la commune d'Afrankou, un sexagénaire déclaré mort vendredi a repris connaissance samedi 4 juillet, alors que la famille s'apprêtait pour les cérémonies d'inhumation. Selon des sources proches de cette dernière, l'intéressé avait été déclaré mort vendredi vers 22h30. Conformément aux prescriptions de la tradition islamique, son corps avait été lavé, puis enveloppé dans un linceul, en attendant son enterrement prévu pour le lendemain matin. Mais au moment où les proches se préparaient pour les derniers rites funéraires, le défunt présumé s'est soudainement réveillé avant de sortir de la pièce, provoquant un mélange de stupeur, de panique et d'émotion. Fin de la revue de presse de ce mercredi 8 juillet 2026.
26.